Voilà les flics. Il fallait donc un jour que je parle de ce Scontri Stellari Oltre la Terza Dimensione, excusez de l'accent, que l'on peut traduire par affrontement stellaire au-delà de la troisième dimension, ou Star Crash, le choc des étoiles, oui le fameux, dont les affiches nous vendent quelque chose que l'on n'aura clairement pas à l'écran. Entrons dans l'hyperespace. En Italie, c'est l'excitation, 4 millions de dollars de budget et un tournage, entre autres à Cinecittà, mais qui va se retrouver dans une tempête financière très dure à gérer, surtout pour le réalisateur Luigi Cozzi, qui prendra comme pseudonyme américain Lewis Scott, histoire de faire que. Il va en écrire l'histoire avec Nathan Wachsberger. Vous, acteur, serez condamné à 220 ans de prison. Jusqu'à présent, l'univers était gouverné par le Pacific Emperor, mais maintenant, le méchant comte Zartan se prépare à prendre le pouvoir. En deux mots, c'est le bordel. Je vous appelle le golem. Pour l'arrêter, l'empereur fait libérer les contrebandiers Céla Star et Acton, qui avaient été tous les deux condamnés aux travaux forcés pour contrebande spatiale. Je n'ai pas eu une minute de repos depuis plus de 12 heures. Les radiations vont nous brûler jusqu'aux os. Le robot policier Elias est là, lui, pour aider dans leur mission. Bon, vu comme ça, il est possible que cela fasse l'affaire, d'autant que c'est une super production italienne et qui va effectivement se permettre de profiter des succès de La Guerre des Étoiles de George Lucas et du Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Nat Wachsberger a écrit quelques films italiens comme Ulysse contre Hercule de Mario Caiano, Surcouf, Le Tigre des Sept Mers de Sergio Bergonzelli et Roy Rowland, ou Le Vicomte règle ses comptes de Maurice Cloche. Luigi Cozzi, co-scénariste et réalisateur, lui, est claqué par le film. C'est important, il y met tout son cœur, même si cela ne se verra pas toujours à l'écran. Budget fluctuant oblige. Il va réaliser quelques films, dont son Contamination, les deux Hercule avec notre Hulk télévisuel Lou Ferrigno, ou Sinbad en 1989. Il scénarise aussi Quatre mouches de velours gris ou Le chat à neuf queues de Dario Argento, en plus de certains de ses films. Il se repose pourtant aux côtés de son chien Godzilla, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa passion pour la science-fiction est très forte. En effet, après ses études et un travail familial à 16 ans, nous sommes en 1963, le Luigi va commencer à écrire dans diverses revues. Il va en plus rencontrer Dario Argento et créer une manifestation sur le genre, le Planétario et son grand rassemblement. Comme beaucoup d'entre nous, il collectionne tout ce qui touche au genre et va distribuer en Italie des films de science-fiction comme L'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel. En 1976, Luigi Cozzi commence à cogiter sur le comment réaliser son premier film de science-fiction qu'il veut spectaculaire bien sûr, classique, bref, comme le bonhomme les aime, et ce malgré les producteurs dans son pays bien trop frileux. Je tiens ma revanche. Tuez-les. Comme partout en Europe, effectivement, la science-fiction fait peur au cinéma, que les producteurs pensent souvent à raison que seuls les Américains en sont les maîtres, surtout si les effets spéciaux sont en jeu, cela coûte cher, cela se maîtrise, c'est exigeant d'être soigné, sinon vite ridicule à l'écran. Il est vrai qu'ici, on va rire un petit peu. Garde. Exécute ma sentence. Tue-les. C'est grâce au festival donc que Cozzi va trouver ses fameux spécialistes, dont un jeune homme, Armando Valcodda, qui travaille dans la publicité. Le jeune homme s'est spécialisé dans la dynamation de l'image par image, comme Ray Harryhausen en avait poussé la technique à son plus grand art et l'avait même perfectionné. Préparant la réédition du Destination Lune d'Irving Pichel pour l'Italie, il veut y rajouter une scène spatiale, avec l'accord de la BBC bien sûr, et décide d'engager le jeune homme qui va donc réaliser ses premiers vaisseaux spatiaux. Elias! Oui, boss. Mettons-nous à l'abri. En suivant, il va lui demander de retravailler la colorisation du premier Godzilla, pendant que Cozzi s'amuse dans son coin à filmer un ami en astronaute dans un petit cinéma vide. Valcodda va y ajouter une planète, des mondes sortant de son imagination et l'astronaute de se promener dans des endroits plus bizarres les uns que les autres.
Ils vont aussi alors créer un énorme vaisseau spatial, Conquest, qu'ils vont réussir à placer dans Star Crash. C'est l'un des deux appareils de la police long et fuselé qui pourchasse Stella Star en début de film. Tout est prêt, ne reste qu'à trouver un producteur, un moment long et douloureux sans réponse positive. Ne restons pas là. Nat Wachberger, lui, est un producteur français qui a de graves problèmes financiers et qui doit se refaire avec un film, mais il veut tourner plein de films, sauf un film de science-fiction. On est dans la merde. Seulement voilà, le Nat, lui, ne s'attend pas à voir débouler sur les écrans Star Wars et tout explose dans le monde, dans le cinéma, qui va se retrouver à avoir une forte demande des spectateurs pour ce genre de film. Le producteur appelle vite Luigi Cozzi et ainsi naquit Star Crash, le premier titre étant rejeté, l'aventure de Stella Star. En avant! Pour le réalisateur, c'est un désastre. Les Américains refusent son histoire et on lui demande des monstres, beaucoup de monstres, et de la guerre spatiale, bien sûr. Nous sommes en juin 77. Il va donc créer Les Monstres de l'Esprit, que le producteur adore, et il a une semaine pour écrire une histoire. Sauf que ce n'est pas ce qui avait été demandé, loin de là même. Il se remet donc à la tâche avec son idée d'une planète interdite et invente les séquences dont Val Koda pourra s'éclater avec ses effets en image par image et inspirés des Simbad de Ray Harryhausen. Un film qui vient de toutes les lectures et inspirations venant de livres, d'affiches, de peintures, de science-fiction que le réalisateur aura ingurgité tout au long de sa vie, voire même d'autres films ou leur musique, comme celle du Bernard Herrmann pour le film Voyage au centre de la Terre d'Henry Levin, de nombreuses scènes venant de nombreux films qu'il serait trop long à donner ici, mais que Luigi Cozzi assume complètement comme des citations. Le 12 septembre 1977, les premières prises de vue commencent et de grands changements sont déjà demandés, comme un final encore plus spectaculaire et pas mal de scènes ou de planètes qui changent afin de choquer le moins possible les spectateurs. Luigi Cozzi veut quand même se défaire de l'idée de faire de son film un sous-guerre des étoiles italien et va aller jusqu'à supprimer l'armée de l'empereur très rapidement dans le final pour tourner une autre fin derrière. Maintenant, nous allons recevoir l'empereur comme il le mérite. Pour les effets spéciaux, les monstres seront souvent des miniatures animées d'à peu près 20 cm en taille et déplacées photogramme par photogramme avec des caches, mais aussi du dessin animé pour les lasers et le fond bleu classique. Les scènes spatiales sont filmées en direct avec un vaste écran noir avec des projecteurs allumés pour faire des étoiles derrière par les trous dans l'écran, puis ils passent les maquettes devant. Ce sera de la gélatine colorée qui sera utilisée pour obtenir les mondes divers, l'artisanat à son meilleur pour l'époque. Les maquettes, elles, sont toutes argentées et pourtant colorées à l'écran, tout simplement en faisant la même chose, éclairant le tout avec les lumières filtrées et colorées avec la gélatine. De nombreux problèmes quotidiens donc, et l'enthousiasme de tous ces techniciens est en plus entaché, considérant le film comme de la merde, travaillant tranquillement sans se presser, et en faisant comprendre à Luigi Cozzi, le réalisateur, qu'ils ont honte de travailler sur le film. Ça fait plaisir. On lui imposa même des États-Unis un directeur de la photographie soi-disant spécialiste des effets spéciaux, ce qui n'est pas faux, Paul Bison, Cozzi travaillant quand même avec Roberto Dettore Piazzoli pour les scènes avec les acteurs. À la musique, c'est la surprise avec une musique martiale composée par le grand John Barry. Et oui, messieurs, dames, le Luigi se paye le compositeur des James Bond, entre autres. Barry va tout faire pour échapper à ce que John Williams a écrit pour Star Wars, pas de fanfare donc, bien lui en a pris, et la musique est complètement baignée dans son style musical inimitable. Toujours éclectique, John Barry nous donne du très bon sur les films de genre, comme il le fera bientôt sur Le Trou Noir de Gary Nelson. Beaucoup de cuivres qui vont soutenir l'entièreté de la partition, avec essentiellement deux thèmes, celui de Stella, que l'on entend dès le générique de début, et celui d'Acton, que l'on entendra sur le morceau Hyperspace par exemple. Je vous ordonne d'arrêter le flot du temps.
Barry va nous offrir une belle musique symphonique et en même temps presque parodique, faisant penser parfois à un western, spatial bien sûr, mais western quand même. Acton et son thème, lui, est empreint d'une énergie vitale au film, où cuivre et violon rythment le tout de façon toujours mélodique, qui fait souvent penser au thème 007 que Barry composa pour Bon baiser de Russie. Attention, pas le thème de James Bond, mais bien le morceau 007. J'espère que notre taco spatial ne va pas se déglinguer. Un John Barry est toujours intéressant, même si sur Star Crash, il semble un petit peu en mode automatique, mais empreint d'une orchestration toujours complexe et composée de la meilleure des manières, tout en profondeur musicale, prenant le temps de raconter sa musique, ce qui sur CD est plus intéressant encore. Les percussions ne sont pas en reste, comme le grand compositeur nous en donnera sur le King Kong de John Guillermin, ici proches et éloignés en même temps. Bref, des sonorités très James Bond, personne ne va s'en plaindre, et d'autres morceaux très originaux. Encore une musique bien supérieure à ce que l'on voit à l'image, bref, du bonheur. Est-ce que Luigi Cozzi est heureux de son film, une petite fable comme il le définit lui-même, mais qui ne rapportera que 2 250 000 $ malgré une distribution américaine par Roger Corman. Nous sommes trop près de l'eau pour mes articulations. Elles rouillent facilement. Stella Star, personnage principal, est interprétée par Caroline Munro, un fantasme à elle seule depuis un moment. Pour Cozzi, il est hors de question de la comparer avec le personnage de Barbarella, détestant le strip dont elle est sortie, et est pour lui une version féminine de Eric John Stark, le héros de Leigh Brackett, une romancière connue pour ses œuvres de science-fiction, comme Le Livre de Mars ou Le Cycle de Skate, et qui écrivit une première ébauche du scénario pour l'Empire contre-attaque que George Lucas rejeta. Encore un mot et on te tue. Luigi Cozzi aime avoir une femme en héroïne de ses films, ici plus particulièrement puisqu'il explique que c'est son idée de départ de créer une version cosmique de la chrétienté et de la Trinité avec les personnages de Stella, Elias le robot et Acton, dont Stella y est bien supérieure aux hommes. Le vaisseau de cette dernière est inspiré du disco volante d'Opération Tonnerre de Terence Young, avec sa capacité de se séparer en deux comme le fameux bateau de Largo. Caroline Munro sera la seule actrice choisie par le réalisateur, les autres sont au choix du distributeur américain, alors que Raquel Welch fut un temps envisagée et même Dale Haydon. Caroline Munro est effectivement un très bon choix, extrêmement sérieuse dans son travail de par ses capacités physiques, d'un côté, et un sens artistique visible à l'écran. Elle n'utilisera que peu sa doublure et c'est le mari de l'actrice John Hamilton qui va jouer lui le robot Elias afin que son séjour italien ne l'éloigne pas trop longtemps de lui, doublé en français par Dark Vador, le grand Georges Aminel. Je vais voir ça de près. Non, je revendique la mission. Laissez les robots faire leur preuve. Vous restez ici. Avec sa tenue légère, elle devra subir les problèmes de température sans broncher, surtout dans la grotte. Acton, c'est une chance que tu sois arrivé. On dirait que tu prévois toujours tout. Elle est superbe comme d'habitude et joue bien, dont son ravissant visage illumine l'écran pour le gamin que j'étais alors. Caroline Munro a été vue dans l'abominable Dr. Phibbs et sa suite, Le Retour de Robert Fuest, Dracula 73 d'Alan Gibson, Le Voyage fantastique de Sinbad de Gordon Esler, Captain Kronos, chasseur de vampires, dont l'acteur principal vient de nous quitter début 2025, de Brian Clements, et bien sûr, la tueuse Naomi dans L'espion qui m'aimait de Lewis Gilbert, puis le maniaque de William Lustig. Evelyn Selena est à sa voix française, connue pour avoir doublé Glenn Close, Hélène Mirren ou Jan Seymour. Première possibilité, la constellation Auriga, que l'on appelle aussi le monde de Somnolis. Acton, lui, est interprété, si l'on peut dire, par Marjo Gortner, un blondinet imposé par les producteurs américains. Il n'est pas dans le scénario d'origine et donc fait partie des problèmes des réécritures pour Luigi Cozzi. Il devait d'abord être un extraterrestre sage, à l'instar de ce cher Obi-Wan Kenobi, mais avec cet acteur sous contrat par le distributeur américain, le personnage ne correspond plus à ce qui avait été écrit. Un acteur sympathique et gentil, capable de dire son texte, mais qui ne veut pas changer de look en plus. Il faut donc tout changer et Acton va devenir ce personnage qui joue avec la lumière et possède des pouvoirs psy. Cela paraît également évident pour le soleil de Ozen. Il nous reste une troisième possibilité à envisager.
Pour Cozzi, c'est une erreur de casting et son film aurait été meilleur s'il avait été un vrai extraterrestre niveau look comme prévu au départ. L'acteur, il faut le dire, il est exécrable, très mauvais, ce qui est un problème, et il est en plus pas mal à l'écran. Mais nous l'avons déjà découverte. Essayez de réfléchir, et vous vous rendrez compte que nous marchons dessus. C'est un ancien évangéliste pentecôtiste, son prénom Marjo vient de Marie et Joseph de la Bible, et il n'a que quelques bons rôles à son actif dans Le Tremblement de terre de Mark Robson ou Le White Beat de Walter Hill. Le très bon Jean Roche, par contre, excellent doubleur, est à sa voix française, ce qui est un plus. Je m'appelle Simon. Je suis l'unique survivant du naufrage d'un vaisseau spatial. Le prince Simon est interprété par Michael Knight de K2000 ou Mitch Buchanan d'Alerte à Malibu lui-même, Monsieur Je cartonne avec mes disques en Allemagne, David Hasselhoff, dont c'est le deuxième film ici. Alors on vous a parlé de ces golems. Je suis au courant. Malheureusement, on a échoué. Ah, le meilleur des acteurs certes, mais capable, c'est déjà ça, et très peu à l'écran puisque c'est lui que nos amis cherchent tout le film et il n'apparaît que dans les dernières 35 minutes du film. Pardonnez-moi, Stella. Mais au début, j'ignorais pour quelle cause vous vous battiez. Malgré tous les problèmes de production, c'est le David qui va en faire le plus les frais. Effectivement, il va aller manger dans un restaurant du pays et friser l'hépatite virale à cause de fruits de mer sûrement peu frais. Il va rester cloué dans son lit d'hôpital dans un état comateux. Lorsque ce fils de l'empereur, son personnage donc Simon, va sauver Stella avec un masque d'or sur le visage et des lasers qui sortent des yeux, ce ne sera donc pas l'acteur puisqu'alité, mais un secrétaire de production qui lui ressemble vaguement et qui va s'improviser doublure. Les autres scènes avec l'acteur étant tournées pour beaucoup, une fois l'empoisonnement vaincu, il va pouvoir reprendre son rôle et terminer le film. Il est doublé par Georges Poujouli. Dans 1 heure seulement, tout ce qui fait partie de cette planète s'éparpillera dans le cosmos. Le comte Zartan est interprété par le maniaque de William Lustig, ce cher Joe Spinell, très théâtral ici et très peu à l'écran aussi. Votre mission est d'empêcher ces intrus de quitter la pièce où nous nous trouvons. Au besoin, n'hésitez pas, tuez-les. C'est le fabuleux comédien de doublage Jean-Claude Michel à sa voix française, j'en aurais aimé bien plus. Un acteur grand ami de Steven Spielberg ou de Sylvester Stallone, jusqu'au Faucon de la nuit où ils se sont brouillés. Soyez prêts à larguer nos missiles HP-102 à désintégration moléculaire. Vu dans Le Parrain de Francis Ford Coppola et sa suite, Police Puissance 7 de Philippe D'Antoni, Taxi Driver de Martin Scorsese, Rocky de John J. Avildsen et sa suite de Stallone, La chasse de William Friedkin et bien sûr donc Le maniaque et le vigilante de William Lustig. Star Crash. Comment, père? Le choc des étoiles? C'est ça. Nous pouvons avoir recours à la 4e dimension. L'empereur, lui, est joué par le grand Christopher Plummer, l'acteur idéal pour ce genre de personnage, haut en autorité et à la classe indéniable, avec en plus Gabriel Catan en version française, une très bonne VF, puisque nous avons aussi Georges Aminel en Elias ou André Valmy en plus. Nous avons gagné. Une fois de plus. Les étoiles brillent. Lui aussi est là de façon trop brève, et c'est bien dommage, un acteur très professionnel, mais qui n'accepte de jouer dans le film parce que tout le monde veut participer à l'époque à un film de science-fiction. Les puissances maléfiques semblent exterminées. Comme le phénix, elles renaîtront de leurs cendres. Il est connu pour de grands rôles comme dans La Mélodie du bonheur de Robert Wise, La nuit des généraux d'Anatole Litvak, Le retour de la Panthère rose de Black Edwards, L'homme qui voulait être roi de John Huston, Meurtre par décret de Bob Clark, Quelque part dans le temps de Janet Swark ou Dreamscape de Joseph Ruben. Si la chose est possible, il faut bien sûr regarder Star Crash sans penser à Star Wars. C'est évident que le film ne supporte pas la comparaison et pourtant que de parallèles et que de séquences venant d'autres films. Le thème musical martial ajouté au générique et son résumé de l'histoire nous plonge rapidement dans le film. Péripéties multiples, rayons laser à gogo et sabres laser, robots humoristiques et vaisseaux en tout genre, il faut prendre Star Crash pour ce qu'il est, un produit de son époque même si le temps ne lui donne pas le meilleur des rappels, d'autant qu'à cette époque, il en prend déjà plein la tronche, à raison il faut le dire. Que faire? Être magnanime ou essayer de comprendre le pourquoi du film? Il faut bien avouer que sur les deux thèmes, et même si le film a été découvert gamin, il est difficile de le trouver bon et encore moins admirable.
Du space opéra Star Wars, on passe ici au space opérette Star Crash, mais c'est vrai que c'est facile de dire du mal d'une œuvre en la comparant à une autre bien mieux faite. Que faire alors? Star Crash n'est absolument pas un grand film, loin de là, des effets spéciaux et spatiaux plus ou moins bien intégrés dans le film, et il faut le dire, une grande naïveté traîne tout le long du film et il ne reste qu'une seule solution, prendre le film comme il est, un film d'aventure spatiale qui est effectivement là pour divertir le monde, peut-être les plus jeunes de l'époque, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le film, lui, ne s'embarrasse pas de philosophie et que son histoire est bien ce que Luigi Cosi en a fait, une fable. Cela n'avait jamais été caché et dit tout du long de toute façon de la production, Star Crash est un produit grandement inspiré des films sur Sinbad et de leurs effets spéciaux créés par le grand Ray Harryhausen. Rajoutons-y bien sûr, notamment lors de la bataille finale, du Flash Gordon à foison et le tour est presque joué. Les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas toujours très bon, surtout actons, et les Italiens arrêteront les frais sur la science-fiction, préférant se lancer dans des sous Mad Max mélangés à du New York 97, qui feront les beaux jours des vidéoclubs avec de l'anticipation apocalyptique. Qu'est-ce que c'est? L'arme secrète de Zart Arm. La différence avec Star Wars seront les rencontres avec les Amazones, les hommes préhistoriques, des golems, des robots et bien sûr l'infâme Zartan, loin d'être Dark Vador. Dirigez-les vers le cœur de cette puissance impériale maudite et détruisez-la, qu'elle disparaisse à jamais de l'espace. C'est par les effets aussi maîtrisés soient-ils, ou pas pour certains, que le film va fasciner à l'époque et nous en mettre plein la gueule ou la vue c'est selon. En 1981 est sorti le film Star Crash 2 réalisé par Vito Albertini, mais qui ne peut véritablement pas être considéré comme une suite à Star Crash, en dépit du titre, puisque les deux films n'ont absolument rien en commun, ni le casting, ni l'intrigue. Les seuls liens les unissant consistent en une série de stock shots, des panoramas cosmiques et des plans rapides des batailles spatiales que l'on emprunte pour le second au premier film, de la belle merde au scénario indigent et honteux, malgré le nombre de scènes de cul au compteur. Bon, là c'est autre chose. Stella. Luigi Cosi fut donc le premier et le seul en Italie à nous filer quelque chose de regardable, son imagination fertile sur le film nous laissant avec un métrage finalement pas si honteux, même si aucune comparaison ne peut être faite avec les Américains, d'autant que nos héros ne foutent même absolument rien durant la première grosse bataille finale, avant d'utiliser le Star Crash. Star Crash mérite donc son 6 poils sur 6 parce que ce n'est pas bon, mais que l'intention de faire y est, et ce n'est que trop rare, et ne mérite pas d'être défoncé. Mais non, je déconne, faut pas déconner non plus. Un bon 2,5 poils sur 6, ça suffira, non? Pour l'instant, tout est calme. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, je les répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives tous les 15 jours inédits sur la musique de film. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref, plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous en avez envie, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Il en sera ainsi pendant quelque temps.